êtes sur TV5 Monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Au sommaire, cette semaine, il y a désormais un accord universel sur le climat. Est-ce un bon accord? Est-il applicable? Et comment sera-t-il appliqué? Autrement dit, le monde a-t-il sauvé la planète ce week-end à la COP21 à Paris? Beaucoup a été accompli, beaucoup reste à faire. La Centrafrique a marche forcée vers des élections sous la pression internationale. En ce moment même, référendum sur la nouvelle constitution et dans 15 jours, présidentielle. Mettons la charrue avant les bœufs dans ce pays effondré. Le vote religieux est-il inévitable? Et quelle légitimité aura le nouveau président mal élu, sans harnais et sans État? Donald Trump a-t-il des limites? La question se pose. Tollé, le candidat républicain aux primaires, veut barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis. Critiqué au sein de son parti, il menace une candidature indépendante. Car la tempête médiatique ne lui a pas porté préjudice. Dans les sondages, il reste le favori qu'incarne Donald Trump. Et jusqu'où ira-t-il? Voilà, toutes ces questions qu'on va se poser ce dimanche avec nos kiosqueurs. Et on commence avec Hervé Kempf, journaliste, spécialiste de l'environnement, rédacteur en chef de reporter.net. Votre site internet a bien évidemment suivi la COP21. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs livres sur les enjeux écologiques. Par exemple, Fin de l'Occident, naissance du monde, en poche chez Point. Xavier Collin, journaliste à la RTS, pur produit franco-suisse. Après 13 années à la radio française Europe 1, notamment correspondant à Beyrouth et à Washington, vous avez rejoint la télévision suisse romande en 87 et depuis 7 ans, vous êtes aux commandes de l'émission de décryptage Géopolitis, coproduite et diffusée sur TV5 Monde. Johnny Vianney-Bissakonou, journaliste indépendant, vous avez démarré votre carrière en Centrafrique, Radio Ndekeluka de la Fondation Hirondelle, puis des correspondances pour Radio France Internationale, des chroniques à couleur tropicale. Vous êtes l'auteur de L'autre version de la crise centrafricaine aux éditions L'Harmattan. Et enfin, Mustapha Tossa, rédacteur en chef adjoint à Radio Monte-Carlo Doualiya, marocain depuis 25 ans en France. Vous avez notamment travaillé à Radio France Internationale. Vous êtes aujourd'hui également chroniqueur pour plusieurs médias marocains, Atlantique Radio, le quotidien L'Économiste, la télé Médien TV, le site internet atlasinfo.fr. Merci à vous quatre d'être ici ce dimanche pour commenter et décrypter l'actualité de la semaine. C'est le premier accord universel de notre histoire, un acte majeur pour l'humanité. Les qualificatifs étaient dithyrambiques au Bourget à la clôture de la COP21. Les 195 parties ont négocié jusqu'à la dernière seconde, mot par mot. Nous verrons dans un instant ce que vaut cet accord qui a été accueilli, vous allez le voir, dans la liesse par des participants éreintés. Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Voilà, une atmosphère euphorique, une ovation de plusieurs minutes à saluer la conclusion de cet accord. Vous avez suivi avec Kempf la COP21. Est-ce que c'est un bon accord, vrai tournant ou déception? Alors c'est un accord qui redonne en quoi il est important. Oui, tous les pays recommencent à dire la question du changement climatique est importante et nous acceptons de le dire dans un texte international. Et finalement, le dernier texte international qui était vraiment fort sur la question du changement climatique, c'était celui du protocole de Kyoto en 1997. Donc on peut dire il y a une base, il y a maintenant un accord international de travailler ensemble. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, si on lit attentivement l'accord, ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, à Reporter évidemment dans les autres journaux, on est très effrayé. Enfin, pas effrayé, j'exagère, mais très désappointé. C'est une langue de bois technocratique très difficile à comprendre. Les engagements concrets sont extrêmement limités et on renvoie à des comités, des mécanismes, à toute chose. En fait, on se dit simplement, on va discuter ensemble. Si on reprend le texte de la Convention sur les changements climatiques de 1992, donc il y a 23 ans, le texte disait à peu près la même chose sur des points essentiels. L'ensemble des pays vont travailler ensemble. Il y a une différence entre les pays riches et les pays en développement. Il va falloir faire chaque année des registres d'émissions que l'on mettra en commun. Voilà, les deux seules nouveautés réelles de cet accord de Paris qui a été accepté hier rapidement, c'est
on confirme l'engagement de Copenhague. Il ne faut pas dépasser un réchauffement de 2 degrés centigrades par rapport à l'ère pré-industrielle. On va même essayer d'aller à moins 1,5 degré. Donc ça, c'est un vrai atout. Pour le reste, honnêtement, pas grand-chose. On dit aussi, mais sans se fixer de date, il va falloir fixer un pic aux émissions. Ça, c'est une nouveauté. Mais on aurait pu espérer que ce pic soit daté, c'est-à-dire qu'on dise, comme le recommandent les scientifiques du GIEC, du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, ce pic doit être dans les années 2030, au plus tard 2040, au plus tard. Là, il n'y a pas de date et on renvoie en fait à 2050. Donc, le verre un petit peu plein, c'est qu'on a évité la catastrophe. Les pays sont d'accord, il y a un cadre juridique avec très peu d'obligations. Le verre extrêmement vide, c'est que le contenu de cet accord est très décevant. Oui, on a envie de dire enfin, parce que dans COP21, il y a 21, donc je veux dire, il a fallu tout ce temps. Et que n'aurait-on souhaité d'avoir cet accord, par exemple, il y a 6 ans à Copenhague? On aurait au moins gagné un certain nombre d'années. Donc il ne faut pas à la fois bouder son plaisir. Oui, cet accord, il est fait, il est universel, il a un but, il a une forme, il y a une unanimité, il est différencié. Contraignant, ça on va voir, ça n'est pas forcément sûr. Donc oui, c'est un bon point de départ, mais qui arrive quand même, si je veux dire, avec pas mal d'années de retard. Cela dit, effectivement, comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Là, il y a beaucoup de détails, y compris des choses qui ne figurent pas du tout dans l'accord. Je vous signale par exemple la notion de droit de l'homme. La notion de droit de l'homme a été supprimée, je ne la vois pas en tout cas. La notion de financement qui était dans le texte principal, les fameux 100 milliards, c'est plutôt dans une annexe, donc vous voyez, ça n'est pas très glorieux. Et puis, surtout, cette notion de vérification. On est en train de parler d'un accord qui va prendre effet en 2020. D'ici là, il faut d'abord que les pays se manifestent aux Nations Unies l'année prochaine, qu'ils signent l'accord. Contraignant, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait des traités et que ce soit ratifié. On sait ce qu'il est arrivé de pas mal de traités qui ont toujours été signés, mais jamais ratifiés. On peut parler de Kyoto. Donc, et puis vérification en 2025, à partir de 2025. Donc on a envie de dire, on a perdu beaucoup de temps et on va encore en perdre beaucoup. Johnny, peut-être Justement, c'est sur cette question d'accord contraignant que je veux revenir parce qu'on se demande quelles sont les natures donc, de cette contrainte et est-ce que des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, qui font partie des pays les pays les plus polluants, vont accepter d'être contraints à respecter les promesses, parce qu'il s'agit des promesses. C'est des pays qui disent, OK, on prend l'engagement d'aller vers une transition, enfin un monde émettant moins de gaz à effet de serre et tout, mais on oublie quand même que l'exposition démographique fait partie quand même des facteurs qui polluent le plus notre planète. Et il y a des questions assez basiques qui n'ont pas été spécifiées dans cet accord. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est passé parce que des multinationales qui exploitent des terres en Afrique comme Monsanto et tout, quelles sont les contraintes qu'on peut leur imposer. J'ai entendu des groupes de défenseurs de la planète dire qu'il faudrait par exemple que la CPI reconnaisse l'écocide. C'est le crime contre l'humanité de détruire la planète. Ça peut être des trucs, des contraintes pour ces pays, pour tous ces pollueurs. Justement, mais qui peut contraindre ? Moi, justement, je rappelle qu'en voyant ces images d'euphorie de François Hollande, Laurent Fabius, de Ban Ki-moon, je me rappelle aussi les prises de position et les écrits qu'on a connus juste avant le début de la COP21. On avait affaire à une prise de position extrêmement marquée, extrêmement forte de John Kerry, qui avait dit que de toute façon, aucun accord qui sortirait de Paris ne serait contraignant parce qu'il aurait eu besoin de l'aval du Congrès américain. Et ça, ce n'est pas une chose facile à avoir, surtout sur ces questions-là. Donc, en comparant les deux, et on avait l'impression que Paris était rentré dans une logique de sommet dont l'échec est déjà annoncé. Et on s'attendait à ce que, même les difficultés jusqu'à la dernière minute, même cette scénarisation de négociations jusqu'à la dernière minute, ça rentrait dans cet échec annoncé. Mais
Mais quand on a vu les derniers résultats, quels que soient les reproches qu'on peut faire à un accord, à cet accord-là particulièrement, quand on voit la prise de position des organisations mondiales de défense de l'écologie de la planète, ils sont satisfaits de cet accord. C'est mais des bémols quand même. Et elles, ils ont des raisons. Ils auraient pu le dénoncer, ils auraient pu carrément le critiquer, carrément le dénoncer sur la place publique. Mais quand j'ai lu, moi, les réactions de leurs icônes, parce que c'est une galaxie qui a ses icônes, j'en suis arrivé à la conclusion qu'ils sont satisfaits. Alors maintenant, cet accord-là, dont les résultats vont être vérifiés en 2016 à Marrakech, parce qu'il y aura la COP 22, on aura d'ici un an vu le côté pratique de cet accord, la vérification. Bien sûr, on n'est pas très très clair sur le côté contraignant, sur les mécanismes que la communauté internationale va mettre en œuvre pour justement sanctionner ceux qui refusent d'appliquer l'accord de Paris. Donc ça, c'est beaucoup de points d'interrogation. Et il faut attendre 2016 à Marrakech pour faire un petit peu le premier bilan et constater si vraiment c'était une percée historique ou si c'est justement un coup d'épée dans l'eau qui viendrait après Copenhague. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retenu ce chiffre de 2 degrés et on dit même, si possible, 1,5 degré. Alors que nous savons très bien que dans bien des cas, dans bien des situations, selon la topographie, selon les pays, on pense beaucoup plus. Je vais vous donner l'exemple de la Suisse. On estime que la Suisse, qui est un pays évidemment continental, on sait que les continents se réchauffent plus vite que les océans, et on estime qu'en Suisse, proportionnellement aux mesures qui ont été faites depuis 150 ans, 2 degrés en Suisse, on peut imaginer que d'ici la fin du siècle, ça voudrait dire pour la Suisse 4 degrés en plus. Donc tout ça est très différencié. Alors de quoi on parle? On se contente de 2, on vise 1,5, on est déjà presque à 3 et on sait que ça va être 4. Donc voilà déjà quand même le cheminement difficile vers lequel on va. Et puis alors je voudrais juste revenir sur le but ultime. Le but ultime, que je sache, c'est à un moment ou un autre, mais quand, ça c'est la question, on puisse faire autre chose que d'utiliser sans arrêt ces énergies fossiles. Je ne vois pas grand-chose, en tout cas à ma connaissance, dans cet accord, sur l'arrêt du financement de tout ce qui est énergie fossile. 2, je ne vois pas, j'aimerais bien voir tout ça, donc tout cet aspect financement. Je ne vois pas tellement les encouragements aux énergies de substitution. Je ne vois pas tellement les transferts de technologie dont on a tellement parlé et les 100 milliards de dollars, c'est fait pour ça quand même tous les ans. Et, entre parenthèses, c'est pas une gigantesque somme. 100 milliards, on a l'impression que c'est formidable. Non, c'est pas tant que ça. De quel transfert de technologie parle-t-on? Donc encore une fois, la direction, elle est bonne, mais la route, elle va être très très longue et semée d'obstacles. Très flou, tout le monde est d'accord là-dessus. Dans les possibilités de contraintes, est-ce que par exemple une cour de justice climatique internationale qui pourrait par exemple imposer des rétorsions financières, est-ce que ça vous paraît être une solution? C'est quelque chose qu'on a pu lire ici ou là. Non, et surtout ça a été exclu, j'allais dire explicitement. Alors je ne sais pas si le terme de contrainte est important, parce que contrainte ça sonne comme une contrainte, comme punitif, alors que l'enjeu véritablement, il faut quand même le rappeler, c'est d'éviter un réchauffement important. Et là ce qui est clair, c'est que ce texte ne donne pas du tout les moyens d'aller dans ce sens-là. Et donc la contrainte, c'est simplement les États se mettent ensemble pour dire si quelqu'un ne respecte pas l'accord, voilà ce qui lui arrivera. Et cette contrainte, elle existe par exemple dans d'autres traités comme celui de l'Organisation mondiale du commerce. Personne ne trouve à redire. Il y a une procédure d'arbitrage. C'est le seul grand organisme qui dispose de sanctions. Voilà. Alors que dans le climat, il ne faudrait pas qu'il y ait de contraintes. C'est quand même tout à fait étonnant parce qu'il me semble que la question du réchauffement est beaucoup plus importante que celle du développement du commerce international. Alors, ce qui est intéressant sur cette affaire de contraintes, c'est que précisément dans les derniers moments de la négociation hier, où effectivement vous signaliez, vous allez le dire, que monsieur Fabius ne regarde pas, il dit je regarde, personne n'est d'accord, tout le monde est d'accord, pardon, il donne son coup de marteau. En fait, il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils ne voulaient pas qu'il y ait une décision. Et après, il y a le délégué du Nicaragua qui a dit mais attendez, nous, cet accord ne nous permet pas de réduire, de limiter le réchauffement à 2 degrés. Dans les pays tropicaux, il va faire encore plus chaud, les scientifiques le disent, on va être à 3 degrés, on va avoir des pertes et dommages, pour employer le terme un peu technique, important. On demande à ce qu'il y ait un fonds d'indemnisation et qu'il y ait la possibilité de poursuivre juridiquement les États. Sous-entendu, les États développés les plus responsables. Et il y a eu un tir de barrage des États-Unis sur ces questions, notamment, et ce qui fait que la question d'une éventuelle procédure juridique inclus dans l'accord a été totalement évacué. Juste un mot sur la notion de réfugié climatique. Simplement, ça n'existe pas.
Hein, je veux dire, on a beaucoup, Dieu sait parler, en 2015, on a beaucoup parlé des réfugiés reconnu. économiques, des réfugiés politiques. Les réfugiés économiques ne sont pas retenus comme tels au terme de la Convention, vous savez, du Haut-Commissariat des réfugiés de 1951. Réfugiés climatiques, ça n'existe pas. Et comment on va faire quand il y aura, puisqu'on nous annonce que des millions de personnes, pas seulement ceux qui habitent à côté des mers et des océans, des millions de personnes qui vont effectivement devenir des migrants, ça on ne sait pas. Alors de là à avoir une cour pénale internationale qui traiterait de cette question, je crois que c'est même pas la peine de faire une conférence à Paris, tout le monde est contre. Mais moi, quelle que soit l'importance de cet accord, historique ou pas, il faut le mettre au crédit de François Hollande et de Laurent Fabius. Et à un moment donné, quand François Hollande a pris la parole et a dit « Je m'engage au nom de la France en 2020 », il y avait un ange qui est passé. Tout le monde s'est posé la question « Où sera François Hollande en 2020 ?» Et ça, dans le contexte actuel, ça prêtait et à sourire et à réfléchir. Mais c'est un très beau succès diplomatique pour la France. Il ne faut pas passer cela sous silence. Le fait d'avoir réussi à mettre tout le monde autour d'une table, d'avoir bien préparé en amont, je veux dire, c'est-à-dire d'avoir demandé au pays avant la tenue de la conférence de prendre un certain nombre d'engagements, ça c'est une bonne politique diplomatique. Je dirais, diplomatiquement, cet accord, il est très bon, c'est évident. Comment il va être perçu d'Afrique, Johnny ? Déjà, il faudrait que les Africains arrivent à lire ce texte, à lire entre les lignes de ce texte et à pouvoir le comprendre et à pouvoir... Moi, je veux dire qu'il faut un mécanisme de contrôle pour mesurer déjà l'impact et l'applicabilité de cet accord au sein des différents pays qui ont les pays signataires, les 195 pays qui ont opposé leur signature au bas de ces promesses, parce que pour moi, ça reste des promesses. S'il n'y a aucune contrainte pour demander aux uns et aux autres de respecter les engagements, eh bien, ça restera des promesses. Les gens pourront les appliquer tout comme ne pas les appliquer. Et au bout du compte, il y a des pays qui paieront plus que d'autres parce qu'aujourd'hui, il y a des multinationales et des pays développés qui ne reculent devant rien pour faire du profit. Et c'est le profit qui gagne en tout temps. Il l'a très bien souligné. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est quand même la seule organisation qui dispose des moyens de contrainte, c'est-à-dire des sanctions. Et là, parce qu'il y a le profit. Et comment faire du profit avec le climat? Je rebondis là-dessus parce que c'est une vraie question qui se pose aussi. Est-ce que la solution, c'est pas ça? Les énergies renouvelables, il y a beaucoup. Le Maroc aussi. Le Maroc est un pays qui est à la pointe de ces énergies-là. Il va construire la station qui produit l'énergie solaire. Donc il y a une économie verte. Il y a une économie verte qui peut rapporter de l'argent même aux pays en voie de développement. Moi, j'aimerais aussi insister sur le fait, un point important. C'est-à-dire, au-delà de cet accord lui-même, applicable, pas applicable, contraignant, pas contraignant, la COP21 aura été une occasion mondiale, internationale, extrêmement importante pour sensibiliser les opinions à ces histoires, à ces questions d'écologie et de devenir commun. C'est ça, en fait, il faut aussi voir que ça a été Pardonnez-moi, je vous interromps, Moustapha, parce que la semaine dernière, on nous disait sur ce plateau que finalement l'écologie vient des citoyens. Est-ce que c'est pas plutôt les politiques qu'on a fini de sensibiliser? Je sais pas. Ok. C'est une provocation de voir comme ça. Il vient des politiques. Mais le fait qu'il y ait cet événement-là, avec tous les produits médiatiques, toute la couverture médiatique qui accompagne ça, avec tous les reportages, les articles, les explications, les intervenants, qu'ils soient des auditeurs, des téléspectateurs, pour moi, ça fait une manière de sensibiliser davantage l'opinion internationale sur ces questions. C'est de l'enfumage un peu aussi, parce que tout le monde est sensibilisé aujourd'hui la planète ne va pas se sauver elle-même, mais donnons-nous les moyens de sauver la planète. Si déjà on attend 2020 pour mettre en application ce qu'on a décidé. Je suis pas d'accord parce que jusqu'à présent, et là il faut le reconnaître, la préoccupation écologique était une préoccupation entre guillemets, excusez-moi le terme, une préoccupation sectaire, une préoccupation limitée à un certain nombre de spécialistes. Avec ces rencontres internationales, je crois qu'il y a une vulgarisation de la préoccupation, une vulgarisation de la crainte. Je ne suis pas tout d'accord et je vais vous donner
un exemple très concret. C'est un dossier que vous suivez très bien depuis très longtemps. Oui, et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas tellement les opinions qu'il faut sensibiliser, c'est les dirigeants eux-mêmes. L'autre jour, j'écoutais le Premier ministre de la France sur une radio française, France Inter, le matin, et qui parlait du réchauffement de 2%. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas du tout compris de quoi il est question. Parce que 2% et 2 degrés, c'est pas du tout pareil. Vous dites, on va augmenter de 2%. Bon, c'est préoccupant, mais enfin, c'est pas très grave. Vous augmentez de 2 degrés la température moyenne du globe, qui est de 15 degrés en moyenne. C'est comme si le corps humain, vous savez, il fait 37 degrés. On augmentait de 39 ou de 40, ça serait très grave, on serait malade. Ça veut simplement dire que le Premier ministre d'un grand pays qui organise la conférence est tellement peu sensibilisé qu'il n'a rien compris au changement climatique. Et donc, moi je pense que le problème, c'est que les classes dirigeantes n'ont pas compris l'enjeu profond de ça, alors que sans doute, parce que nous on fait des reportages, et sans doute d'autres médias, mais on était voir des gens de base, on discute avec eux, ils comprennent l'ampleur, ils savent pas ce qu'ils vont faire, ils savent que c'est grave. Et si on va dans des pays du Sud, moi j'ai pas été depuis longtemps, mais peut-être que Johnny, vous avez une idée là-dessus, je crois que les gens commencent à se rendre compte, mais oui il fait chaud, mais oui il y a plus de sécheresse, mais oui il y a des inondations, mais oui c'est compliqué, on sait pas bien. Il y a un village en Centrafrique, et ça je vous parle des années 80, 90. On avait une société qui s'appelait Centrapalm, la Centrafrique des palmiers, et cette société produisait de l'huile de palme. Mais c'était une production industrielle, c'est-à-dire on détruisait des hectares de forêt pour planter des palmiers. Et c'était vraiment... Si vous voulez, ça a évolué aujourd'hui, et si vous allez dans toutes les épiceries africaines à Paris, c'est des choses qui sont cultivées en Afrique en 2 mois, 3 mois, avec des produits Monsanto, et puis dans des épiceries tenues par des Chinois et tout. C'est vraiment la destruction à grande échelle des terres en Afrique. Et les conséquences, c'est tellement visible que les gens s'en rendent compte. Alors, on va bientôt passer à la Centrafrique, puisque c'est notre deuxième thème. Je vous propose juste avant ça de regarder une celle de l'hebdomadaire français, le Journal du Dimanche, qui nous dit « Après l'accord », alors on a déjà commencé à répondre un petit peu à la question, mise en œuvre en 2020, ce sera le tour de table pour terminer. Est-ce que ça peut encore capoter, Xavier Collin ? Ça peut capoter, d'une part, s'il n'y a plus la volonté politique. Il n'y aura plus la volonté politique s'il n'y a pas une pression, effectivement, des citoyens consommateurs que nous sommes tous. Ça peut capoter si, effectivement, il y a une nouvelle crise économique, auquel cas, comme d'habitude, l'écologie passera au 3e plan. Et puis, n'oublions pas que les 2 événements importants de l'année 2015, c'est quoi? C'est l'immigration et c'est le terrorisme. Autrement dit, ça n'est pas forcément la préoccupation majeure, malheureusement, des dirigeants de la planète. Johnny, pour terminer, ça peut capoter ou pas? La solution, ça viendra du citoyen lambda. Enfin, si chacun est sensibilisé qu'il faut sauver la planète, on y arrivera, parce que si on compte sur les dirigeants, sur les multinationales qui ne pensent qu'au profit, effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge. En tout cas, ça peut capoter ou pas. On a le rendez-vous de Marrakech en 2016. C'est l'occasion de faire le point de tous les engagements, de l'applicabilité, du côté contraignant, de tous ces acteurs qui sont signés l'accord de Paris. Et c'est l'occasion aussi soit d'aller dans le sens de consacrer ce sens-là, ou de le dénoncer. Donc 2016, c'est demain, c'est à Marrakech. Le mot de la fin pour vous, Hervé Kempf, sur le climat, ça fait sens. Désolé de décevoir nos amis marocains, mais malheureusement la COP22, et puis après la COP23, la COP24, la COP25, la COP26. Non, je crois que ça ne va pas capoter parce qu'il n'y a pas grand-chose dans cet accord. Donc tout va très bien se passer. On est d'accord pour travailler ensemble. Après, je crois que le processus, il arrive au bout de quelque chose. Effectivement, je suis d'accord avec Johnny. Les sociétés civiles sont maintenant vraiment importantes parce que les sociétés civiles comprennent, les dirigeants ne comprennent pas pour des bonnes ou pour des mauvaises raisons. Et une des choses importantes de cette semaine qu'on a vu à Paris et dans d'autres villes aussi, c'est qu'il y a un mouvement puissant, et malgré le terrorisme, malgré l'inquiétude qu'on pouvait avoir, des dizaines de milliers de gens, en tout cas 10, 20, 30 000, se sont manifestés joyeusement, pacifiquement, pour dire non, cette question du climat, on ne peut pas faire confiance aux dirigeants. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Alors on est d'accord. Quand je disais que la COP21 était l'occasion de cristalliser cette attention, de l'élargir un petit peu, de la sortir des cercles restreints des spécialistes et de la rendre populaire. Et j'ai une préoccupation qui est maintenant populaire chez tout le monde. On verra donc de quoi sera fait la COP 22, etc. en 2016, en 2017. Nous verrons ça l'année prochaine dans Kiosque. Je vous propose maintenant de nous intéresser à la Centrafrique. Quel sens donner aux élections qui se préparent là-bas? Référendum sur la Constitution en ce moment même, présidentielle dans 15 jours. Ces échéances sont censées clore une transition politique à bout de souffle.
sous forte pression internationale qui maintient le pays sous perfusion financière. Je vous propose qu'on fasse un point sur la situation avant d'en parler ici en plateau. Comme l'avait fait le pape fin novembre, l'archevêque de Bangui est entré dans le quartier PK5, entouré de jeunes. Plus que jamais, ce quartier chaud de la capitale a besoin de prêches pour la paix. Je lance le même message d'apaisement pour que peu à peu nos cœurs se calment et qu'on s'accueille et qu'on reconstruise. Quand on regarde le paysage qui est là, c'est le chaos, la destruction, il n'y a même pas de maisons. Beaucoup de maisons sont détruites et tout, il faut reconstruire. Le calme était un peu revenu depuis la visite du pape, mais l'annonce du rejet de la candidature de l'ancien président François Bozizé a mis de nouveau le feu aux poudres dans Bangui. Ici, les musulmans, souvent des anciens Séléka, s'adressent à l'archevêque pour lui montrer qu'ils sont sur la bonne voie. Moi, je reste ici au capital pour aider les gens qui peuvent venir nous aider pour qu'on s'en sortir sur cette trou, sur cette trou barbare. Et j'ai interdit la décapitation, la tuerie, la haine. Haine viscérale entre musulmans et chrétiens. Ces derniers qui avaient monté des milices, les anti-Balaka, soutenus par François Bozizé, sont remontés, mais ne peuvent qu'adhérer au message d'apaisement du religieux. Et on a eu beaucoup de chocs chez nous, donc nous, comme il nous a déjà offensés, nous aussi nous préparons à la retour. Par rapport à ces conseils qu'il nous a donnés, donc vraiment on s'est ressaisis et on va attendre seulement qu'il y ait la paix. Les forces internationales sont sur le qui-vive à l'approche des élections, d'autant que certains chefs anti-Balaka et ex-Séléka auraient conclu une alliance pour attiser les violences et faire capoter le scrutin. Certains craignent le chaos après ces élections. Alors, le vote sur le référendum, je le disais, a lieu en ce moment même, au moment où nous nous parlons. On constate déjà des incidents en province et à Bangui, où des affrontements ont fait déjà des morts, plusieurs blessés, des tirs au lance-roquettes, notamment dans le quartier PK5, qui est l'enclave musulmane de la capitale. Alors, les menaces sécuritaires sont sérieuses. Plusieurs régions de l'Est et du Nord du pays restent aux mains de mouvements rebelles. Et vous dites, vous, Johnny, que ça revient... Ces élections, envoyer les Centrafricains aux urnes, c'est les envoyer à la boucherie, vous le dites vous? Bien sûr, parce que le pays n'est pas démilitarisé et on sait que les principaux auteurs instigateurs du drame centrafricain, qui sont bien connus, qui ne sont pas inquiétés par la justice, on sait où ils sont. Monsieur Bozizé, il est quelque part en Afrique, malgré l'interdiction de voyager. Il sillonne entre l'Ouganda et l'Afrique du Sud en recherche de soutien. Giotto Diawara et ses acolytes, Noureddin Adam, qui a même déclaré dernièrement qu'il allait tout faire. Qui est l'ennemi public numéro 1 en Centrafrique, oui. C'est ce que disaient les autorités de transition dimanche dernier. C'est un chef rebelle. Oui, il allait tout faire pour faire capoter le processus électoral. Et ces messieurs, clairement, s'ils ne sont pas impliqués dans la transition ou encore ils n'ont pas lueur d'espoir de revenir au pouvoir, mais ils ne vont pas se laisser faire. C'est des gens qui savent que s'il y a retour à la normalité, ils seront emprisonnés, ils seront accusés de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Donc ils ont tout intérêt à ce que ces élections se passent mal, en fait. À ce qu'il n'y ait pas d'élections en Centrafrique. Alors ce qui est quand même paradoxal, c'est que la communauté internationale doit imposer des élections en Centrafrique tout en laissant en liberté des gens qui font tout pour que ces élections n'aient pas lieu. On sait bien qui sont ces messieurs, on sait où ils sont. Alors, la mission première des forces internationales quand ils sont arrivés en Centrafrique, c'était la résolution 21-27 des Nations Unies, désarmer systématiquement toutes les factions rebelles et les cantonner pour permettre un début de retour à la normalité. Ça n'a jamais été fait. On a laissé le temps à ces mouvements de se renforcer, de prendre des positions chacune et de faire la loi. La population est prise en otage en ce moment. Les gens ne peuvent pas aller voter. Dans le PK5... qui est votre quartier, je le précise, vous le connaissez bien. La population à confession musulmane est prise en otage par les éléments de l'ex-Séléka. Les zones contrôlées par les anti-Balaka, la population non musulmane est prise en otage par les anti-Balaka. Et aujourd'hui, pour qu'il y ait des élections, il faut des préalables, c'est-à-dire désarmement et cantonnement des milices. Sans ça, il n'y aura jamais d'élection. Mais la question justement, qui fera ce travail
de désarmement des milices. À partir du moment où la Centrafrique est un pays dans lequel la France est intervenue justement pour le protéger de ces groupes terroristes qui allaient prendre le pouvoir, on se rend compte que, contrairement à un certain nombre d'expériences africaines, électorales africaines, ça bloque en Centrafrique à cause de cette violence religieuse entre chrétiens et musulmans, qui la nourrit, qui l'instrumentalise, qui en fait en sorte de rendre tout référendum ou toute élection présidentielle impossible. Ça aussi, il faut se poser la question, et la question est beaucoup plus posée aux Centrafricains eux-mêmes qu'à la communauté internationale, parce qu'on sait qu'il y a un jeu de manipulation des puissances régionales qui interviennent aussi de manière masquée, pas forcément ou de manière couverte. Donc, est-ce que la question est, est-ce que le pays est prêt à entrer dans un processus électoral ou pas? Moi, je m'insurge depuis quelque temps contre cette bipolarisation de la crise centrafricaine en un conflit chrétien versus musulman. Vous dites que ça n'est pas religieux, en fait, que c'est un peu simpliste. Disons, oui, effectivement, il y a une composante religieuse, mais c'est simpliste comme explication. Oui, on essaie de faire croire aux gens que une population qui a toujours vécu ensemble sans se diviser en communautés chrétiennes et musulmanes, un beau jour s'est levée à acheter des armes sophistiquées, à commencer à s'entretuer. C'est vraiment trop facile, c'est tellement géopolitique, c'est géostratégique. Quelle est votre explication alors, justement? Comment ça s'explique? Il y a tellement de facteurs et d'acteurs en jeu, si vous voulez, en Centrafrique. En 90, le 1er décembre 1990, au Tchad voisin, Idriss Déby réussit son coup d'État contre Hissène Habré. 93, Ange Félix Patassé gagne les élections en Centrafrique. Première chose, il annule tout accord avec la France, les accords de défense. Il fait partir les militaires français qui avaient 3 grandes bases militaires en Centrafrique. Ils partent au Tchad, ils constituent la plus grande base militaire française de la sous-région. Patassé se retrouve seul, le chef d'état-major de Patassé s'enfuit au Tchad parce qu'il était poursuivi par la justice, il était en exil entre le Tchad et la France. Il revient, il prend le pouvoir avec l'appui du Tchad. Les problèmes ont commencé. Il y a les accords de pétrole que Patassé avait enlevés entre les mains de Jack Greenspan, un Américain. Je résume juste en 30 secondes. Quand Patassé a donné Bozizé a donné cet accord aux Chinois, il y a un monsieur qui s'appelle Noureddin Adam, qui était formé en Égypte et au Moyen-Orient. Il se chargeait de la sécurité d'un cheikh à Abu Dhabi. Il est revenu en Centrafrique sur la Séléka. Il y a eu des gens qui sont venus du Soudan, un ex-consul de la Centrafrique au Soudan qui est Djoto Dia. Mais vraiment, il y a des Sud-Africains. Qu'est-ce qui pose problème en Centrafrique? C'est quoi? C'est un sous-sol très riche qui est pillé? C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Un sous-sol très riche qui est pillé. Il y a des intérêts en jeu. Il y a des gens qui ont investi sur des politiciens véreux et qui veulent récupérer une partie de leur argent. Il y a tellement de gens, certains de ces milices qui font la loi en Centrafrique ne sont pas centrafricains. Ils viennent d'un peu partout et ce problème est tellement compliqué. Est-ce que c'est une lutte d'influence entre la Chine et la France? Je ne veux pas m'aventurer sur ce terrain. Je vous dis que les acteurs internationaux sont tellement nombreux en Centrafrique. Quand Bozizé était chassé, il n'avait plus la protection de la France et du Tchad. Il a fait venir des hommes de Jacob Zuma. C'était un accord bilatéral entre lui et Jacob Zuma. Il y a tellement d'acteurs en Centrafrique que vous perdez votre trafic. Effectivement, on s'y perd un peu. Moi, je ne connais pas le dossier centrafricain aussi bien que vous. Mais sur un point de vue simplement géopolitique, permettez-moi juste 2 observations. D'abord, imposer la tenue d'élections, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ni en Centrafrique, ni au Proche-Orient, ni en Irak, ni ailleurs. On fait semblant et on estime que les élections sont un but en soi, alors que ça n'est qu'un vecteur, ça n'est qu'un moyen d'accéder à cette démocratie. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, et là, nous, gens de presse, on a peut-être une certaine responsabilité, c'est-à-dire que nous œuvrons dans des schémas extrêmement manichéens. Il faut qu'il y ait des bons et qu'il y ait des mauvais. Il faut qu'il y ait des chrétiens, il faut qu'il y ait des musulmans, il faut qu'il y ait des Hutus et des Tutsis. Quand j'étais en Irlande du Nord, il fallait qu'il y ait des catholiques et des protestants. Et ce schéma manichéen dans lequel nous tombons, parce que c'est plus facile peut-être à faire semblant d'expliquer, le pouvoir politique, lui, il s'en sert. Il s'en sert et justement, alors que les communautés religieuses devraient être des facteurs de stabilisation, eh bien, on s'en sert pour au contraire aggraver, et c'est, me semble-t-il, ce qui se passe justement en Centrafrique. Maintenant, c'est aussi à chaque communauté religieuse de faire attention et c'est le cas de le dire, prêcher la paix, c'est exactement ce que le pape est venu dire en Centrafrique. Et ceci est d'autant plus malheureux que le texte de la Constitution présenté aux Centrafricains
référendum est un texte relativement révolutionnaire par rapport à l'Afrique. C'est la lutte contre la corruption, c'est la lutte contre la guerre intestine, c'est la bonne gouvernance. Donc si le texte est bon, mais son applicabilité, le vote, l'opération vote, le contexte pour le voter est un contexte explosif où il y a des conflits intestinaux entre musulmans et chrétiens. Il faut maintenant se poser la question qui a intérêt à exciter cette guerre religieuse dans ces territoires-là, pas forcément en Centrafrique, mais dans tous les pays africains. On assiste à des gens qui excitent cette guerre parce qu'il y a des agendas derrière à remplir, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux économiques. Et on utilise le paravent de la guerre civile entre musulmans et chrétiens, juste comme un paravent pour faire avancer sa politique et ses pires. Alors dans tous les cas, ce référendum dont on vient de voir les premières images qui viennent de nous parvenir, ce référendum ouvre la voie à la présidentielle. Vous allez voir la une de l'Observateur Palga. L'Observateur, c'est le quotidien le plus lu de la capitale burkinabé. Cette présidentielle, un nouveau défi perdu d'avance. Est-ce que si le référendum était adopté, si tout se passait bien, est-ce que malgré tout, la présidentielle peut avoir lieu? Est-ce qu'elle aura lieu, d'après vous? Alors, au Mali, ils ont pu le faire. Parce qu'à un moment, la communauté internationale est fatiguée et veut régler le problème, veut s'en débarrasser. Et on organise un semblant d'élection pour désigner quand même quelqu'un qui a un semblant de légitimité parce qu'il est issu des urnes. Mais on sait très bien que dans le contexte actuel, il est impossible d'avoir des élections libres et démocratiques en Centrafrique. Il est impossible que des gens aillent faire un choix libre et démocratique dans un pays contrôlé par des milices qui ont des armes et qui vous voient aller dans dans l'isoloir et mettre... C'est une mascarade démocratique. Mais bien sûr, déjà à l'annonce quand on a invalidé les candidatures de Sior Bozizé et Ngaï Sona, mais les anti-Balaka nous ont fait un concert de tir à l'arme. Aujourd'hui, c'est en début de semaine quand il y a 30 candidats à la présidentielle, précisons-le. Aujourd'hui, on entend des bruits d'armes, même d'armements lourds en Centrafrique parce que certains milices ont décidé qu'il n'y aura pas de référendum. Alors, je veux bien que la communauté internationale soit fatiguée de payer tout jusqu'au salaire. Je veux bien qu'ils ont hâte de résoudre le problème. Le souci, c'est qu'ils ont échoué dès le début en laissant les milices se renforcer, prendre des positions, se livrer au trafic de diamants et tout. Et aujourd'hui, on veut quand même organiser des élections dans un pays où c'est la loi de la jungle. Est-ce que pour terminer, c'est justement la communauté internationale, la France, qui est à l'avant-poste, l'ancienne puissance coloniale, qui essaie de se laver un petit peu les mains maintenant de la situation en Centrafrique, en tout cas du soutien qu'elle affiche, puisque le pays est sous perfusion financière, comme on le dit. Oui, c'est vrai. Et ces élections qui étaient prévues pour le 27 décembre, bien sûr, on a l'impression que la communauté internationale veut absolument organiser ces élections pour pouvoir se retirer en toute respectabilité, parce que la Centrafrique est sous perfusion internationale économique et politique. Mais la question est à la limite. En plus, on sent l'influence même de la France, même dans la rédaction de la Constitution. Moi, j'ai lu aujourd'hui, en préparant cette émission, j'ai lu que c'était presque une copie du système français qu'on veut imposer là-bas. Ça a toujours été le cas, en fait. Mais avec plus... En tout cas, les bulletins ont été imprimés en France et envoyés là-bas. Oui, et le défi qui s'impose maintenant pour la France, qui est la seule puissance qui est intervenue militairement il y a quelque temps, que fera-t-elle? Quels sont les choix qui s'imposent à elle si elle arrive à une impasse où elle ne peut ni organiser le référendum dans des conditions correctes, ni assurer l'agenda électoral présidentiel et législatif en Centrafrique? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va laisser le bébé avec l'eau du bain, ou il va être obligé d'intervenir sous une autre forme? Un mot là-dessus de conclusion? Oui, genre d'élection démocratique avec la présence nécessaire et peut-être utile de plus de 12 000 hommes en armes venus de l'étranger pour imposer la paix démocratique. C'est vrai que c'est triste, au niveau simplement démocratique. Et le mot de la fin pour vous, Johnny, rapidement? Je n'ai pas de mot de fin, si ce n'est répondre
Oui, mais monsieur Hollande, en chef de guerre, est peut-être un peu dépassé au Mali, en Centrafrique. Et là, on est d'accord que c'est pas la guerre de la France en tant que telle. Elle est intervenue en 2013 pour arrêter un massacre. Et c'est vrai que on était au bord du massacre en Centrafrique en décembre 2013. Après, les choses se sont emballées très vite. On a eu les forces onusiennes qui sont réputées pour ne jamais régler quoi que ce soit là où ils interviennent. Et après, on est dans une impasse aujourd'hui. Est-ce que la solution, moi, c'est ma réflexion, ceux qui ont créé le problème centrafricain, si on n'arrive pas à les mettre hors d'état de nuire, est-ce qu'on ne peut pas composer avec eux pour régler le problème? Parce qu'ils sont à la base du problème. Et est-ce qu'il ne faut pas faire appel à tous ces messieurs-là pour qu'ensemble avec eux, on résout le problème? Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue à parler d'élections, mais cette fois sur un autre continent. On part aux États-Unis. Premier kiosque de la rentrée. Rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines. On s'était étonné que Donald Trump ait passé l'été. Il s'était lancé en juin dans la course à l'investiture républicaine. À l'époque, le fantasque milliardaire de 69 ans, décrit comme un guignol, faisait plutôt marrer. De propos scandaleux en proposition incendiaire, il fait de moins en moins rire, il faut bien le dire, mais il est toujours là. Il jouit même d'une insolente popularité et il a encore fait des siennes. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans sur le territoire américain jusqu'à ce que les élus de notre pays comprennent ce qui se passe. Qu'en est-il de nos militaires américains qui sont musulmans et qui sont à l'étranger en ce moment? Que leur dites-vous? Ils veulent rentrer chez eux. Nous trahissons les efforts du passé si nous échouons à repousser le sectarisme sous toutes ses formes. Notre liberté est liée à la liberté des autres. Peu importe ce à quoi ils ressemblent, d'où ils viennent, quel est leur nom de famille ou quelle religion ils pratiquent. Alors, ces images avec l'aigle sont tirées de la séance photo pour Time Magazine qui a livré sa liste de personnalités marquantes de l'année. Donald Trump arrive troisième avant tout d'abord la chancelière allemande Angela Merkel et derrière le chef du groupe extrémiste État islamique, ça les songeurs. Il n'y a à peu près qu'un aigle aujourd'hui pour donner du fil à retordre à Donald Trump, mais attention, faut-il y voir un signe? Ce rapace est le symbole des États-Unis et il l'attaque. Alors, est-ce que Donald Trump a dépassé les bornes cette fois en proposant d'interdire l'accès aux États-Unis aux musulmans? Oui, ça n'est pas la première fois, ça n'est pas la dernière fois. Et j'ai envie de dire, mais où est donc le grand parti d'Abraham Lincoln, le parti de l'abolition de l'esclavage, le parti de l'inclusion des étrangers dans l'Amérique? Et Donald Trump représente sous nos yeux le parti de l'exclusion. Oui, il est allé trop loin et on voit bien maintenant, le Washington Post l'a révélé l'autre jour, on voit bien que les dirigeants du Parti républicain sont dans un embarras extrême parce qu'au fond, il y a deux solutions. Ou bien Donald Trump remporte les élections primaires qui commencent au mois de janvier 2016 et il s'impose comme le candidat. Tout à fait. Et il s'impose comme le candidat. On verra ensuite la suite, ou bien il n'est pas retenu par une manœuvre ou par une autre, et il risque de se présenter en candidat indépendant, évidemment mettant en danger la candidature de celui qui serait retenu. C'est déjà arrivé. Il fait la course largement en tête, il menace de partir en candidat indépendant, il en a les moyens financiers. Oui. Que faire? Que peut faire le Parti républicain? Moi, je crois que quand Donald Trump est apparu dans l'astre politique américain, tout le monde, personne ne le prenait au sérieux, avec sa moumoute, avec sa manière de lancer des idées à l'emporte-pièce. C'était presque une espèce de Coluche sans humour qui allait faire de la politique américaine. Riche. Mais depuis un certain temps, depuis qu'il épouse l'ère de son temps, il commence à prendre des prises de position, notamment sur les musulmans. Et normalement, cette position aurait dû être beaucoup plus scandaleuse, aurait dû susciter beaucoup plus de scandales que ça. Mais on a l'impression qu'elle est audible, qu'elle a trouvé un auditoire américain. Et que Donald Trump, quand il dit ça, il n'est pas désavoué, il est désavoué par la classe politique, par la classe médiatique américaine, mais il n'est pas désavoué par les opinions. Ils se sont poussés des ailes. Et donc, c'est ça. Alors moi, je reviens aussi sur la qualité du Parti républicain qui en est
à prendre cette icône-là comme futur possible locataire de la Maison-Blanche, ça nous renseigne sur le débat politique américain, ça nous renseigne sur ses angles très très aigus et ça nous renseigne aussi sur le personnel politique. Alors Donald Trump on s'est découvert aussi, alors sa prise de position sur les musulmans, elle est d'une grande hypocrisie parce que ces sociétés à lui, ils font beaucoup de chiffres d'affaires, beaucoup d'argent avec des pays arabes et des pays musulmans. D'ailleurs, un des pays, les Émirats arabes unis, elle a décidé d'exclure tous les produits des fermes Donald Trump de ces réseaux. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a une utilisation des musulmans américains plus qu'une vraie adhésion à ce qu'il dit. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'une majorité d'Américains dans les sondages désapprouvent cette phrase de Donald Trump sur les musulmans, mais il est vrai qu'il reste avec une base de 30 à 40% parmi le Parti républicain. Mais tout ça nous renseigne sur le glissement, je dirais, vers la droite extrême du Parti républicain. J'ai souvenir de la campagne, tout ça nous rajeunit, j'ai souvenir de la campagne, par exemple, de Ronald Reagan. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Ronald Reagan ou quelqu'un même comme Richard Nixon ne serait pas retenu comme candidat aux primaires du Parti républicain. Parce qu'ils étaient d'accord, l'un peut-être avec l'avortement. Richard Nixon avait créé l'agence pour l'environnement. Toute chose qui serait aujourd'hui considérée par les républicains comme une cause tout à fait rédhibitoire pour une sélection d'un candidat. C'est dire à quel point, effectivement, ce Parti républicain a glissé vers la droite. On l'avait vu avec l'émergence du Tea Party il y a quelques années. Mais cette polarisation, est-ce qu'on ne la retrouve pas un peu partout en ce moment? Bien sûr, c'est ce que j'allais dire, en fait, la libéralisation de la parole xénophobe, raciste. C'est un peu partout en France, on la retrouve. Et le danger, c'est nous, médias, journalistes et, si vous voulez, teneurs de micro à ces genres de guignols qui surfent sur la vague du populisme, sur ce qui fait le buzz, parce qu'aujourd'hui, c'est la recherche constante du buzz, que ça soit sur le web, Twitter, une seule phrase peut faire des millions de retweets, des commentaires et tout. Et quand même, c'est frustrant de voir des médias sérieux donner des tribunes à ce genre de personnages. Est-ce qu'on n'est pas en train... Alors là, je vous pose la question à tous, parce que c'est une vraie question qu'on s'est même préparée au moment du choix de ce thème. Est-ce que, justement, en parlant de lui en ce moment, on ne fait pas son lit aussi? Ou est-ce qu'il faut en parler? Et comment voulez-vous ne pas en parler? Comment voulez-vous ne pas en parler, effectivement? Ouais, enfin, je n'ai pas vraiment envie de répondre à cette question, mais plutôt de dire que le problème de Donald Trump, c'est le problème des États-Unis, et effectivement plus largement de l'ensemble des pays occidentaux. Et j'ai envie de relier la question de Donald Trump à ce dont on parlait au début, qui est la COP21. Qu'est-ce qui se passe dans la COP21? C'est qu'il n'y a pas d'effort véritable des pays, et en particulier des pays riches, pour se confronter au problème essentiel de la planète, qui est la crise écologique et le changement climatique. Et on a là, au contraire, un glissement vers l'extrême qui est le plus marqué aux États-Unis, mais qu'on retrouve aussi dans un certain nombre de pays, y compris ouest-européens, de glissement vers l'extrême droite. On évacue totalement les questions essentielles. Les Américains du Nord ne veulent pas sortir de l'American Way of Life, alors que c'est une nécessité absolue pour résoudre la crise écologique et pour éviter tout le chaos mondial vers lequel elle pourrait nous entraîner avec les migrants, avec tout cet effondrement d'un certain nombre de sociétés des pays du monde. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à voir. Et pour finir là-dessus, ce qu'il faut signaler, c'est que, vous l'avez dit, M. Donald Trump est un milliardaire. Ça renvoie aussi à un système oligarchique, c'est-à-dire à une crise profonde de la démocratie aux États-Unis. Et les médias, c'est pas les médias appartiennent appartiennent à un certain nombre de milliardaires et préfèrent cibler, comme c'est le cas de M. Trump, mais d'autres, sur les musulmans, plutôt que de cibler sur, par exemple, le pouvoir des banques, le pouvoir des grandes multinationales et le pouvoir des milliardaires. Johnny d'abord et Moustapha ensuite. Ce que je voulais dire, déjà, la responsabilité des médias et ensuite, si vous voulez, la responsabilité de tous ces responsables politiques dont vous parlez aujourd'hui, c'est la gauche qui est au pouvoir en France, par exemple. Ils ont laissé les questions sociétales à l'extrême droite. Et puisque ceux qui souffrent des questions de société, que ce soit le chômage, l'immigration et tout, c'est la population. Et bien, cette population fait quoi? Fait le jeu des populistes. Et donc, il y a des responsabilités à différents niveaux, si vous voulez. La responsabilité des médias est engagée, la responsabilité des politiques, que ce soit de gauche ou des démocrates aux États-Unis. Et... Oui, et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que cette prise de position xénophobe anti-musulman de Donald Trump de la part
icône des républicains, coïncide aussi, d'une manière générale, avec le recul de l'influence américaine dans le monde. On l'a vu que les États-Unis ont de moins en moins de leviers pour influencer les vraies crises régionales, notamment au Proche-Orient ou en Asie. Et on sent que l'Amérique est en train de se recroqueviller sur elle-même, de vouloir absolument construire des barrages et des murs. Sauf que l'erreur de Donald Trump, et ça a été relevé par beaucoup de commentateurs américains, c'est que quand il veut fermer les frontières américaines aux musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui servent dans l'armée américaine. On l'a entendu tout à l'heure. Oui. Et puis à sa décharge, il s'en prend aux musulmans, il s'en prend aux Mexicains, il s'en prend aux femmes, il s'en prend aux handicapés. Donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de souci, tout le monde en prend pour son grade. Je ne suis pas pour jeter la pierre aux médias qui commentent et qui décryptent son discours. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que maintenant, une telle phrase, aussi xénophobe, aussi grave, aussi immense, trouve un auditoire favorable aux États-Unis. Je me tourne vers vous, Xavier Collin, parce qu'un populiste richissime de droite extrême, la Suisse, en a connu un qui est arrivé aux affaires. La Suisse, c'est un système politique un peu à part. Je fais référence à Christophe Blocher. Oui, il faut faire très attention. Il y a des mouvements populistes, et il y en a évidemment en Suisse qui se définissent comme étant des mouvements patriotiques ou patriotistes ou nationalistes, et qui ne sombrent ni dans la xénophobie, ni dans l'insulte. Je veux dire, il faut quand même faire une grosse différence. Là, je pense que Donald Trump est vraiment hors course, hors concours, si j'ose dire. C'est vrai qu'il y a cette montée des mouvements populistes partout. À qui la faute ? À qui la faute ? Peut-être à ceux des gouvernants de droite comme de gauche qui n'ont pas su répondre aux aspirations sociétales, comme on disait tout à l'heure. Et c'est peut-être vrai aussi aux États-Unis. Ce qui m'inquiète, effectivement, dans le cas de Donald Trump, qu'on pourrait, je dirais, à la limite considérer comme un cas unique, c'est que finalement, ses positions déteignent sur les autres candidats à ces primaires américaines. À telle enseigne que quand il dit qu'il ne veut plus des Mexicains, d'ailleurs, il y en a de moins en moins, il y en a d'ailleurs beaucoup plus qui retournent. Mais quand il dit qu'il ne veut plus des Mexicains, qu'il va construire un mur, tous les autres candidats le suivent sur l'idée de construire un mur de 3000 km. Et voilà, et ce curseur à droite-là, eh bien, il fait quoi ? Il fait qu'on est en train d'imaginer que, eh bien, peut-être pour la première fois depuis au moins 7 décennies, il y aura peut-être un 3e mandat démocrate à la Maison-Blanche avec Hillary Clinton. Actuellement, c'est la seule conclusion à laquelle on peut en arriver. Peut-être pour terminer, vous avez déjà à peu près répondu pour votre part, mais pourquoi Donald Trump se présente et jusqu'où ira-t-il ? Ce sera notre dernier tour de table. Alors, Moustapha d'abord, Junior. Moi, je crois que l'Amérique, avec Barack Obama, a fait rêver le monde. Un noir qui arrive à la Maison-Blanche, quel symbole extraordinaire de tolérance et de coexistence. Avec Donald Trump, il va avoir l'effet inverse. C'est vraiment la gueule de bois qu'on va avoir avec S'il y arrive, bien sûr, parce qu'on parle d'une primaire républicaine. Johnny, ce monsieur, vous l'avez rappelé, il est non seulement xénophobe, il est misogyne, aucun respect pour les handicapés et tout. Juste pour répondre à ce que disait Moustapha, très rapidement, c'est pas que l'Amérique ait perdu une influence au Proche et Moyen-Orient. Au contraire, sur un mensonge, l'Amérique, George Bush, Cheney, ils ont créé le chaos au Moyen-Orient. Et un monsieur comme Trump, justement, avec ce qu'il dit, il peut créer pire que ça. Hervé Kempf. Les 3 sujets sur lesquels on a réfléchi aujourd'hui, en fait, c'est les mêmes. Et là, il y a une responsabilité importante, pas seulement des médias, pas seulement des dirigeants, pas seulement de tout le monde, des citoyens peut-être d'abord, c'est de savoir, finalement, ça se résout à quoi ? Ce que nous disent Donald Trump et d'autres politiciens ou politiciennes en Europe de l'Ouest, c'est le problème, c'est les immigrés, c'est les musulmans, c'est ceux d'ailleurs. Et puis, il y a les autres qui disent le problème, c'est le changement climatique, c'est la crise écologique, c'est les inégalités, c'est la justice. Et je crois que maintenant, on commence à être à un moment dans l'histoire, notamment dans les pays occidentaux, où il faut que nous choisissions, que les gens choisissent. Est-ce que vous voulez aller vers le refermement, la forteresse, l'Occident, ou est-ce qu'on remet au cœur de nos préoccupations la justice ? Xavier Collin, pour terminer, pardonnez-moi, vraiment dans une phrase, on peut être sûr que Donald Trump ne fera pas ratifier l'accord sur la COP21. Ça, c'est bon, vous avez bouclé la boucle de cette émission. Je vous propose qu'on termine toujours avec la semaine de dilemme en dessin. Évidemment, Donald Trump, ça ne lui avait pas échappé. Vous allez voir un Donald Trump rougeau et gueulard qui hurle sur une statue de la liberté interloquée. Pas de femme voilée aux États-Unis, exige le controversé milliardaire. Dilemme revient aussi sur la fin de la 21e conférence climat de l'ONU, la COP21. Plus mot de François Hollande pour nettoyer le globe.
car les puissances ont cédé à l'urgence climatique d'après Dilemme quand les ours polaires ont menacé de rejoindre le groupe État islamique. Le danger djihadiste en Suisse, cette semaine aussi, la ville internationale de Genève s'est retrouvée en alerte après avoir reçu des informations sur une menace terroriste. Et enfin, cette victoire pour les Saoudiennes qui ont enfin pu voter ce week-end pour la première fois. Toujours pas le droit de conduire en revanche dans ce royaume du Golfe à l'islam rigoriste. Voilà, et comme toujours, on termine cette émission avec un grand sourire. Merci à vous quatre d'être venus en plateau. Merci à vous qui nous regardez fidèlement aux quatre coins de la planète. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et à la semaine prochaine.